Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez dans votre environnement. Voici aujourd'hui votre chaîne intitulée « Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 27 » émettant de Toronto en Amérique du Nord, c'est au Canada. Tous les peuples de la Terre, donc tous les peuples au niveau de tous les continents, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique, et j'en passe des meilleurs, avec leur diversité, sont reçus dans cette chaîne pour parler de leur vécu quotidien. Les réseaux de la diaspora, 24 heures sur 7, c'est également la politique. La politique sur des sujets variés. Questions sans tabou, notamment les coulisses du pouvoir en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, sur le plateau, les coulisses du pouvoir en RDC a le privilège de recevoir un invité de marque, je dirais mieux, un invité de haute facture intellectuelle, en la personne de M. Jean-Baptiste Moubalutila Mbizi. Bonjour Jean-Baptiste Moubalutila Mbizi. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet? Jean-Baptiste. Bien. Alors, je m'appelle effectivement Jean-Baptiste Moubalutila Mbizi. Je suis docteur de 3e cycle en géographie et écologie tropicale de l'Université de Bordeaux 3 en France et en même temps maître assistant du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en sigle CAMES. À l'heure actuelle, je réside à Toronto où j'écris sur des thèmes relatifs à l'Afrique d'aujourd'hui. À cet effet, j'ai publié en 2008 un essai intitulé « La violence en République démocratique du Congo d'hier à aujourd'hui, crimes organisés, crimes oubliés ». En 2010, un roman « Tila ou la persévérance d'un intellectuel africain ». En 2011, un autre roman, Les tribulations de Tila, entre opportunisme et engagement. Et dans quelques semaines, un autre roman intitulé Tila à Toronto. À propos des romans, ils sont édités aux éditions du Greffe à York University, Collège Gladon. Voilà tout pour le moment. Merci de cette brillante présentation, Jean-Baptiste Moubalutila. J'espère que vous n'êtes pas encore fatigué, vous allez encore publier. C'est comme je viens de le dire, il y a un livre qui sort dans quelques semaines. Oui. C'est encore un roman, toujours dans la même maison d'édition, c'est-à-dire le Greffe. Le titre est, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tila à Toronto. Avec vous, Jean-Baptiste Moubalutila, nous allons pouvoir parler de la République démocratique du Congo, hier, aujourd'hui et demain. Mais d'abord, partons de l'actualité brûlante de l'heure. Et donc, quelles leçons pouvez-vous tirer, Jean-Baptiste, de l'élection présidentielle américaine? Parce que celui qui a organisé comme président de la Commission électorale nationale indépendante, Moi Mulunda, était présent à cet événement aux États-Unis. Il a vu comment les choses se sont déroulées. Quelles leçons pouvez-vous tirer tout en établissant un parallélisme entre cet événement-là et celui que nous avons vécu dans notre pays? En fait, il n'y a pas de leçon à tirer en tant que telle. Lorsque nous parlons sur le plan organisationnel, lorsque nous parlons des États-Unis d'Amérique, nous devons bien nous mettre en tête qu'il s'agit d'un pays
qui a une très longue tradition de la démocratie. Qui dit démocratie dit d'abord le souci de la population. On a bien vu qu'il y avait sur la scène internationale 2 candidats, mais on a bien compris que le peuple a choisi le meilleur parce que ce candidat s'est appuyé sur les considérations d'ordre social. Voilà pourquoi nous disons qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un régime démocratique de très longue durée. Les États-Unis ont fait l'histoire, et lorsqu'on parle de l'histoire, on a vu comment ce pays s'est toujours rangé du bon côté pour mettre en ligne de mire la démocratie. Plus près de nous, on peut peut-être penser tout simplement aux 2 guerres mondiales. On a vu ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale, puis lors de la Deuxième Guerre mondiale, et on voit à peu près l'Amérique qui essaye d'éteindre les feux par-ci par-là. Donc c'est encore une fois une preuve de la démocratie. Ce qui n'est pas le cas malheureusement dans nos pays africains. Avant d'arriver à l'étape de nos pays africains, donc vous venez de dire que le peuple a choisi le meilleur candidat en l'espace dont le résultat a été communiqué ou connu en l'espace d'1 heure, professeur. Bien sûr, lorsqu'on parle de la compilation des résultats, ce n'est que normal. On est aux États-Unis, ça veut dire quoi? Tout simplement, sur le plan technologique, je pense que ils font leurs preuves, ils ont fait leurs preuves et ils vont toujours continuer à faire leurs preuves, et donc ça ne peut pas nous étonner qu'en moins de quelques heures, on puisse être au courant des résultats. Bon, revenons maintenant en Afrique. Bon, est-ce que vous pouvez établir un parallélisme entre la présidentielle sénégalaise, par exemple, à titre exemplatif, et la présidentielle en RD Congo 2006-2011? Je pense que le problème de l'Afrique, c'est d'abord son passé. On peut dire tout ce qu'on veut, mais les pays africains traînent un fardeau très lourd. Il s'agit de leur histoire. Lorsque nous prenons le cas du Sénégal, par exemple, par rapport au cas du Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, eh bien, on peut dire quelque part que le Congo a la malchance d'être riche sur le plan naturel. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la richesse, on voit d'abord les ressources humaines, c'est vrai, mais il faut quand même reconnaître que le Congo est un enjeu. D'ailleurs, on a vu par exemple ce qui s'est passé en 1960. Le Congo avait un sérieux problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce pays, soit dit en passant, a fourni dans les années 40 l'uranium qui a servi à la fabrication des 3 bombes atomiques. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et nous devons savoir également que dans l'histoire du Congo, nous avons eu certes le roi des Belges d'abord, le roi Léopold II, qui était le propriétaire terrien de cet État indépendant du Congo, qu'on appelait ironiquement l'État indépendant du Congo. Et puis quelques années plus tard, c'était l'affaire de la Belgique, etc. Mais on a bien vu que pendant toute cette période, ce ne sont pas les Belges qui étaient des grands investisseurs, mais c'était plutôt toute la communauté internationale qui a tout simplement servi à mettre en valeur ce pays. D'ailleurs, à titre historique, pensons tout simplement à la grande conférence de Berlin, 1884-1885. On a bien vu comment est-ce que le Congo a été un sujet d'actualité qui finalement intéressait tout le monde. Donc, si on doit comparer entre le Sénégal et le Congo, il faut d'abord s'appuyer sur le passé tout à fait, je dirais, triste du Congo.
Et d'ailleurs, avant même de parler de l'arrivée, avant même de parler de l'intérêt du roi Léopold II, il faut plutôt s'appuyer également sur ce qui s'est passé bien avant, attendez par là, la traite négrière. La traite des Noirs, oui. Oui, oui. Jean-Baptiste, vous venez d'évoquer là des questions qui écœurent, si je puis dire ainsi. C'est que le pays, vous venez de dire que le Congo a eu de la malchance d'être très riche à travers tous les pays du monde. C'est ça qui a donné naissance à une crise sans nom, crise multiforme, multidimensionnelle, je ne sais pas quoi encore, mais cette crise, docteur, quelles sont pour vous les différentes motivations et les différents acteurs, et quelle serait la solution finale pour arriver à réaliser une paix durable dans ce pays? On a trop souffert. Oui, malheureusement, on a trop souffert, mais si on ne fait pas attention à l'histoire, on va toujours continuer à souffrir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes malheureusement tributaires du passé colonial. Autrement dit, aujourd'hui, comme hier, les autorités congolaises se comportent comme les anciens maîtres belges, exactement comme les gouverneurs à l'époque, exactement comme les administratifs belges. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la population congolaise dans son ensemble, et malheureusement on voit parmi cette population même des intellectuels, n'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a une grande différence entre l'époque coloniale, je dirais même l'époque précoloniale, et l'époque du Congo depuis son indépendance, c'est-à-dire depuis 1960. Nous constatons, contrairement par exemple aux États-Unis, c'est que les autorités s'organisent pour récupérer le pouvoir, mais un pouvoir qui ne va pas du tout du côté de la population, mais qui sert plutôt leurs propres intérêts. Voilà. Donc le problème, il est à ce niveau-là. Pour que les choses changent, oui, il faut qu'il y ait un autre message. Il faut qu'il y ait une véritable révolution. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un changement de mentalité, mais au niveau de la population. Et là, ce sera après combien de temps, docteur? La population doit s'organiser pour comprendre que lorsqu'on vit dans un pays, lorsqu'on est citoyen d'un pays, eh bien on doit être en même temps acteur, c'est-à-dire on doit être comme on voit dans d'autres pays, qui dit être citoyen, dit bénéficier des droits, mais aussi de devoirs. Or, jusqu'à présent, on constate que les autorités arrivent au pouvoir non pas pour porter de l'aide à la population, mais plutôt pour s'enrichir elle-même. C'est ça le vrai problème. Comment y arriver? Eh bien, moi, je dis toujours que la seule manière pour y arriver, il faut d'abord commencer par une révolution au niveau des programmes scolaires. Tout à fait. Parce que lorsqu'on regarde un peu le système scolaire au Congo, ou dans beaucoup de pays, ou dans de nombreux pays africains, on se rend compte que ça n'a pas tout à fait changé entre les programmes de l'époque coloniale et les programmes d'aujourd'hui. Exact. Donc, il faut qu'il y ait plus du civisme dans les écoles. Il faut que les gens comprennent que tout le monde est citoyen et que chacun a sa part dans la construction de ce pays. Oui. Or, malheureusement, nous assistons à quelque chose d'insolite dans la plupart des pays africains, c'est-à-dire il y a les autorités qui mangent, qui jouissent du pouvoir, qui font n'importe quoi, et pendant ce temps, il y a la masse, il y a la population qui souffre, qui regarde et qui assiste en fait à la bamboula de ces autorités. Et donc il faudrait qu'il y ait plus de civisme dans les écoles, comme vous le soulignez, docteur. Mais ce sera après combien de temps, puisque on en parle un peu beaucoup? Tout est
de notre côté. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire ça va venir, il faut réclamer, il faut s'organiser pour que les choses changent. C'est là où justement je vois un peu le rôle des partis politiques. Je vois également le rôle surtout de la société civile. Il faut qu'il y ait une véritable remise en cause au niveau de la population. Si cette démarche n'est pas organisée, si cette démarche ne démarre pas, eh bien on pourra attendre 1 siècle, 2 siècles, etc., etc. Donc on vous attendra bientôt au Congo pour participer à ce processus. Vous dites? C'est que, si je vous suis très bien, on peut attendre à ce que vous puissiez arriver au Congo bientôt, question de faire en sorte que le processus soit déjà déclenché. Non, bon, mais je pense que pour organiser les choses, parce qu'il faut plus de on n'est pas obligé d'être physiquement sur place. Je vous donnerai par exemple, dans l'histoire, l'exemple de la Révolution française. Tout le monde sait à peu près comment est-ce que cela a commencé. C'est parce qu'il y avait d'abord eu un problème en Angleterre. À un moment donné, le pouvoir était plus géré par le Premier ministre, que finalement ça a commencé à intéresser les autres pays africains, les autres pays européens, notamment la France. C'est comme ça qu'on a vu par exemple des philosophes comme, ou disons des universitaires comme Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, qui même ont... oui, non, ça c'est bien après. Qui ont commencé donc finalement à parler, etc., à s'adresser à des petits groupes. Et finalement, il y a eu ce qu'on appelle le fait de boule de neige, qui a fait qu'à un moment donné, tout le monde a compris que, après tout, le tiers-État, c'était la grande masse de la population. Alors là, il y a une parenthèse, c'est que, n'oublions pas que, quand on parle de l'ancien régime en France, il y avait l'aristocratie, et puis il y avait le tiers-État. Alors, l'aristocratie, c'était quoi? C'était composé, d'un côté, il y avait le clergé, et d'autre part, il y avait la noblesse. Et puis, il y avait le tiers-État. Mais lorsqu'on regarde bien, l'aristocratie était composée à peine de 4% de la population. Mais cette aristocratie avait pratiquement tout le pouvoir. Et le tiers-État, qui faisait presque 96% de la population, n'avait pratiquement pas de pouvoir. Donc il a fallu justement des signaux venant de l'extérieur. On a vu la situation à un moment donné en Angleterre, et puis on a vu le rôle joué par les intellectuels français, et c'est ça qui va finalement déclencher cette révolution française, qui d'ailleurs a fait finalement de la France un grand pays de droits de l'homme, un pays de l'histoire. Oui. Donc il en est de même pour nous. C'est-à-dire que le problème du Congo, le problème des autres pays africains, c'est d'abord un problème de population. Nous sommes en train d'assister, comme j'avais dit tout à l'heure, à la bamboula des autorités. Et pendant ce temps, ces autorités jouissent de tout. Elles ont tout. Et la population n'a rien. Et il n'y a aucun effet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement. C'est pourquoi, encore une fois, il s'agit en ce moment-là de chercher à encadrer cette population, de faire comprendre à la population qu'il y a une autre manière de vivre. Et cette manière de vivre, ce n'est pas un cadeau, mais ça s'obtient lorsque vous revendiquez. Lorsqu'il n'y a pas de revendication, eh bien, les autorités sont très à l'aise et continuent malheureusement à marcher sur la population. Docteur Jean-Baptiste Moubaloutillah Mbizi, c'est ça votre nom, je crois que je ne l'assassine pas. Je suis flatté par ce titre de l'une de vos récentes publications, La violence en République démocratique du Congo d'hier à aujourd'hui. Et de là, une petite question de curiosité, professeur. Je vais dire que je voulais savoir si vous vous sentez, si vous êtes fier d'appartenir à une nation comme la République démocratique du Congo, pillée, impuissante, incapable de venir au secours de quelques-uns de ses fils, quelques-unes de ses filles, pillée de toutes parts, je vais dire impuissante devant
plus de 8 millions de morts, impuissantes devant les violations sexuelles sur des mineurs, sur des bébés, des femmes, des vieillards. Quelles sont pour vous les différentes motivations pour arriver à décanter cette situation? Oui, comment être fier lorsque vous apprenez tous les jours que ce pays est violenté, que ce pays est mal gouverné, que ce pays pendant plus de 16 ans est traîné dans la boue de l'histoire? Comment en être fier? Vous savez que lorsque nous disons qu'il faut envoyer d'autres signaux, il ne s'agit pas seulement d'une affaire qui concerne les Congolais, mais je dirais même il s'agit d'une affaire qui concerne toute la communauté internationale. Mais en premier lieu, évidemment, en premier essor, évidemment, les Congolais. Là, je reviens encore à ce que j'ai dit. Toute la communauté internationale qui est d'ailleurs complice. Je reviens encore à ce que je disais. Lorsque les étrangers, les Libanais, les Français, les Chinois, lorsque ils côtoient les Congolais dans la diaspora, ils se demandent si réellement ils sont originaires de ce pays. Parce que les Congolais, on les connaît, ils sont dans la musique, ils sont dans les fêtes, ils sont dans la joie, ils sont dans tout ce qui montre les côtés fêtards, si on peut appeler ça comme ça, de la chose. Il y a une sorte d'inconscience de la part de nombreux Congolais et surtout de la part de nous qui sommes dans la diaspora. Et c'est dans ce sens-là que je m'étais révolté une fois ici pour écrire en moins d'une année ce livre, justement, que je présente. Il fait 258 pages. Oui. Et lorsque on parle du titre de ce livre, eh bien, il faut le lire en entier. Oui. C'est la violence en République démocratique du Congo d'hier à aujourd'hui, crime organisé, crime oublié. Je ne me suis pas arrêté là. 2 ans après, parce que le livre a été publié en 2008, oui. 2 ans après, j'ai écrit ce livre, Tila ou la persévérance de l'intellectuel africain. C'était sorti en 2010. Combien de pages? Ce livre fait 188 pages. C'est un roman. Donc publié 2 ans après le premier là. Et puis l'année suivante, donc en 2011, le roman Les Tribulations. Les Tribulations de Tila, entre opportunisme et engagement, sorti en 2011. Par Tila, vous sous-entendez? C'est tout simplement un intellectuel, peu importe. Et puis, je suis en train d'écrire maintenant, non pas écrire, nous attendons la sortie du 3e roman, ce qui fera au total 4 livres, parce que le premier est un essai. On attend la publication du 3e roman, intitulé Tila à Toronto. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fier d'appartenir à une nation? Non, dans tous ces livres, je dénonce la malgouvernance, je dénonce ce qu'on peut appeler la bêtise qui se fait jour dans ce pays qu'on appelle le Congo. Donc encore une fois, je ne suis pas fier du tout, mais non seulement je ne suis pas fier, mais je réagis et mes moyens sont très simples, c'est l'écriture. Jean-Baptiste, est-ce qu'on va continuer à pleurnicher comme ça? Jusque quand? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la thérapeutique que vous proposez? Et il faut que la population qui bénéficie un tout petit peu de liberté, j'entends par là les membres de la diaspora, puissent s'organiser sans tenir compte des aspects qui nous avilissent. Entendez par là la méfiance, le tribalisme, les coteries, etc. Donc,
normalement, pour que les choses changent, eh bien, je pense que le signal fort doit provenir de l'extérieur, parce que ici, nous avons quand même cet avantage d'être protégés. Docteur Jean-Baptiste, quelle serait une question qui devrait vous être posée et qui ne l'a pas été sur un sujet de votre choix? Oui, vous n'avez pas tout à fait insisté sur la comparaison entre la présidentielle sénégalaise, voilà, et la présidentielle. C'est vous, au contraire, qui devriez mettre un accent. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout à fait insisté là-dessus, mais c'était pour dire que lorsque nous avons vu, d'abord en 2006, tout ce qui se passait, tous ces gens qui s'agitaient autour des élections, et puis quand on a vu ce qui s'est passé en 2011, eh bien, moi je suis honteux d'appartenir à cet espace africain qu'on appelle le Congo. Je suis honteux, je ne suis pas fier, mais je ne m'arrête pas là. Je pense qu'il faut réagir. Parce que ce qu'on a vu à la télévision, notamment en 2011, c'est triste pour des gens qui étalent au grand jour leur bassesse. Voilà. Par étaler au grand jour leur bassesse, vous sous-entendez quoi? Non, mais c'est aux auditeurs de comprendre un peu, comment on appelle ça, de rallonger la phrase. Les choses étant claires, je pense que tout le monde a compris. Voilà, docteur. S'il vous était demandé de conclure cet entretien, que diriez-vous? Eh bien, je dirais que ce sont des très bonnes occasions qui nous permettent de montrer que lorsque on quitte son pays, on ne vient pas seulement pour manger, pour vivre, mais on vient aussi parce que tout simplement on est contre le système. À partir de là maintenant, on essaye de s'organiser pour dire non à la bêtise, pour dire non au désordre, pour dire non à la malgouvernance, autrement dit, pour chercher des outils nécessaires afin que notre pays puisse se retrouver sur les rails de l'histoire de l'humanité. Merci, docteur Jean-Baptiste Mbalutila Mbizi. Cette fois-ci, je crois avoir bien prononcé le nom. Vous venez de suivre là une émission spéciale intitulée « Les coulisses du pouvoir en République démocratique du Congo ». Aujourd'hui, thème choisi, la RDC, hier, aujourd'hui et demain. Notre invité de haute facture intellectuelle a été monsieur Jean-Baptiste Mbalutila Mbizi, docteur en géographie. C'est ça, docteur en géographie. Merci une fois de plus pour avoir répondu positivement à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est dans une semaine, et donc samedi prochain. D'ici là, bonne écoute et bonne chance.